Bonsoir et bienvenue sur votre émission des vendredis soirs. Ce soir donc nous revenons encore sur un autre sujet qui concerne le continent africain, qui concerne un autre pays africain. Nous allons justement cette fois-ci aller en Afrique de l'Ouest où nous allons parler justement de la Côte d'Ivoire ce soir. La Côte d'Ivoire ce soir, vous savez, qui a aussi connu des moments douloureux à une certaine époque de son indépendance. Mais nous allons voir cette question avec les intervenants qui sont sur ce plateau. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord demander des excuses à tous nos téléspectateurs justement pour ce court retard que nous avons connu ce soir. Ainsi donc, pour commencer cette émission, j'ai sur le plateau de 3A Télé Sud ici pour pouvoir alimenter ce dossier ô combien très important. J'ai monsieur Bernard Doza, qui est donc écrivain et journaliste. Bonsoir. Il est donc un écrivain connu dans les milieux africains ici à Paris et dans les milieux donc des Ivoiriens. J'ai aussi à ses côtés M. Diamandé Adama, qui est donc président de la DDC ici en France. Ainsi donc, vous allez vous opposer, messieurs, à l'autre camp, des autres compatriotes à vous, qui sont donc M. Nestor Kofi. Il est donc président de la fondation, il est président fondateur de l'idéal Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait. Et enfin, donc, il y a M. Kofi Noël, il est donc chargé de marketing et recherche des sponsors à CREA, PDCI. Donc, vous êtes membre donc, de PDCI, n'est-ce pas? Voilà, PDCI RDA. Ben voilà, donc nous avons fait donc, ce tour de table pour vous présenter les invités qui vont animer avec moi cette émission. Mais donc, avant toute chose, messieurs, j'aimerais vous demander comme ça, en introduction, quel est le souvenir que vous retenez comme ça lorsque nous parlons de la Côte d'Ivoire? Parce que ce soir, nous allons parler justement du devoir de mémoire, d'abord des noms d'un chef d'État qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny, cet homme qui est considéré aujourd'hui comme étant le père fondateur de l'État ivoirien, ou père fondateur de l'indépendance d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Quel est le souvenir, M. Doza, que vous avez d'emblée avant de voir le premier élément? Le souvenir de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire le souvenir de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire indépendante. La Côte d'Ivoire indépendante, elle est liée à la personne de Félix Houphouët-Boigny, puisqu'on n'a connu personne d'autre. Les indépendances ont été proclamées en 1960. La seule personnalité que nous avions au devant de la scène était bien sûr Houphouët-Boigny. Il était ministre français, après Premier ministre de la Côte d'Ivoire en 58-59, donc proclamé président de la Côte d'Ivoire en 1960. Et il est mort en 93. Ce que nous avons vu, c'est que depuis 1956, dans la Côte d'Ivoire, il y avait la démocratie, il y avait le multipartisme, il y avait des partis. À cette question de la démocratie. Mais c'est important pour que les gens comprennent comment nous sommes entrés dans le parti unique. Oui, on parler de parti unique encore, voilà. Mais on veut faire un aperçu. Un aperçu. Mais on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny sans parler quand même du régime qui l'a caractérisé. D'accord, on va parler du régime par la suite, messieurs. Monsieur Adama, un aperçu d'une seconde comme ça, 30 secondes. Oui, moi je pense que les Ivoiriens ont un bon souvenir du président fondateur de la Côte d'Ivoire. On peut... il y a peut-être des divergences sur son héritage, mais globalement positif. Donc j'ai un souvenir agréable du premier fondateur de... Voilà, souvenir agréable. Alors, M. Kofi Noël, avez-vous la même vision? Je dirais que je n'ai pas la même vision que M. Adama, parce que, bon, déjà là, je vais vous présenter le bouquin « La naissance des États africains » de l'écrivain Hélène d'Almeida. Et donc, je crois que c'est un bouquin à consulter, parce que si nous partons de la colonisation, donc vers les indépendances, dans les années 60, eh bien, la colonisation a laissé aux États africains des États. Oui. Pas de nation. Voilà. Et à l'intérieur de chaque État, oui, il y avait un nombre pléthore de groupes ethniques, dont pour certains, je crois au Cameroun, ils sont 120 000. En Côte d'Ivoire, on est entre 70 et 73. Donc des groupes ethniques qui vivaient avec des mœurs et des cultures différentes. Donc il fallait pouvoir
partir de l'État vers la nation. Et voilà, c'est ça qu'on va aborder justement à la première partie de l'émission. Mais M. Nassor Kofi, vous avez aussi, si vous avez un souvenir comme ça. Oui, j'ai un grand souvenir de la Côte d'Ivoire, du président Houphouët-Boigny, dans la mesure où on a parlé du miracle ivoirien. Celui qui a fait rayonner cette Côte d'Ivoire, qui allait au-delà de notre continent et qui allait jusqu'à sur les autres continents. Et voilà, donc nous commençons d'abord par cette première partie de l'émission avec le souvenir de la Côte d'Ivoire indépendante avec M. Félix Houphouët-Boigny, le père de l'État ivoirien. Regardez cet élément. Messieurs, jeunes francophones, je déclare ouvert le colloque international sur la paix. Et pour l'Afrique, c'est très important, la paix. C'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans, mais dans un climat de paix sociale. C'est pour dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Un jour, j'arrivais à Paris et il y a un président qui me disait « On vous attend à la Sorbonne ». Je dis « Qu'est-ce que je vais faire ?» Pour un titre, docteur honoris causa. À cause de votre culture, j'ai dit, moi je cultive la terre. Réservez ça à Senghor qui cultive les lettres. L'adieu d'un peuple, celui de la Côte d'Ivoire. À son fils le plus digne, le président Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro, son village natal situé à 230 km d'Abidjan. Houphouët-Boigny s'est éteint à l'âge de 88 ans à Yamoussoukro, dans sa résidence sise au bord du lac au Caïman sacré. À l'annonce de cette disparition, les populations ivoiriennes, meurtries conformément à la tradition, ont fait le déplacement pour Yamoussoukro. Objectif, présenter leurs condoléances à la famille éplorée selon les justes coutumes en vigueur chez chacune de ces populations. Semaines, les populations ivoiriennes venues du nord au sud, de l'est à l'ouest, iront s'incliner en signe de compassion devant la famille Houphouët-Boigny, brisée par l'émotion et le chagrin. Cette première partie des obsèques à Yamoussoukro durera donc
près de 3 semaines. La deuxième aura pour cadre Abidjan, capitale économique de notre pays. Les 2, 3 et 4 février 1994, la dépouille mortelle sera exposée au palais de la présidence au Plateau. Palais présidentiel au Plateau, ce mercredi 2 février 1994. Date tant attendue par la population d'Abidjan qui a tenu à se trouver aux abords du palais pour tenter de réaliser l'irréalisable. Les initiales HB resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Cette mémoire ne fait que raviver cette peine à fleur de peau. Monsieur le Président, dans ce sommeil profond qui est le vôtre, veuillez écouter l'hommage de l'orchestre de l'harmonie de la garde républicaine, dirigé par le chef principal, Robert Antoine. Vous vous en souvenez certainement, c'est vous-même qui avez contribué à la mise sur pied de cet ensemble pour vous permettre d'avoir un sommeil doux. Il a confectionné ce spécial intitulé « Chant d'offrande ». Monsieur le Président, pour vous permettre d'avoir le sommeil doux et léger. Voilà, de retour donc sur ce plateau pour continuer à parler de ce devoir de mémoire dû à ces grands hommes justement qui a géré la Côte d'Ivoire après l'indépendance. Alors, Monsieur Nestor Kofi, vous êtes oufouettiste, vous m'avez expliqué à la préparation de cette émission. Houphouët-Boigny a géré le pays pendant une longue période. Quelle est la leçon que vous avez tirée? Quel est l'héritage que vous pensez que Houphouët-Boigny avait laissé? L'héritage d'abord, c'était la pacification, parce que c'était un homme de paix. C'est l'idéal du président Houphouët, c'était de nous permettre d'être une nation harmonieuse, semée d'amour. La preuve, il a construit la basilique qu'il a donné le nom Notre-Dame de la Paix. C'est pas un vain mot, comme lui-même le disait. C'est un comportement. Et moi, je suis étonné aujourd'hui de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que notre pays devait apprendre la leçon de Houphouët-Boigny qui consistait à entretenir cette paix. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on n'est pas dans ce contexte-là. Voilà, M. Kofi Noël. Oui, ben justement, bon, pour aller dans ce sens-là, puisque je crois quand même que la vision a été projeté encore par Henri Konan Bédié, qui a travaillé aux côtés de cet homme de paix, ce sage d'Afrique. Alors, donc, l'idée nation qui devait naître avait entraîné un certain nombre de polémiques d'ailleurs entre tous ces présidents qui, dans les années 60, avaient commencé à prendre leurs indépendances. Notamment, cela s'est un peu passé difficilement en Guinée. Il y a certains qui avaient parlé aussi également de fédérations très tôt, telles que Senghor, Kwame Nkrumah. Donc, Houphouët-Boigny a quand même fait comprendre que puisque nous avions hérité de la colonisation des États, commençons déjà à transformer ces États en nations, et lorsque nous aurions arrivé à ce stade-là, alors nous pourrions parler de fédération. Aujourd'hui, c'est l'idée à la mode, puisqu'il faut construire les États-Unis d'Afrique. Bon, mais je ne sais pas si toutes les populations dans les États africains qui existent aujourd'hui sont en paix avec eux-mêmes, sont dans la même harmonie. Donc, est-ce que la question n'est pas encore d'actualité? Je dirais que c'est le cas, raison pour laquelle je voudrais quand même, peut-être qu'on en parlera, je voudrais introduire le terme de l'ivoirité. On va parler de la d'ivoirité, pas maintenant, monsieur, nous parlons du devoir de mémoire des noms. D'accord. Donc, vous avez terminé votre propos. Oui. Je reviens maintenant à monsieur Diamant Adama. Monsieur Diamant Adama, avez-vous la même perception de cet homme, la même perception d'image de cet homme? J'ai dit tout à l'heure que j'avais un souvenir agréable du président Félix Houphouët-Boigny. C'est pas pour autant que je n'ai pas de réserve dans sa manière de conduire la Côte d'Ivoire. Souvenir agréable parce qu'il a eu une grande ambition pour notre pays. Et puis souvenir agréable, il a été un bâtisseur. Quelles que soient les critiques qu'on peut mener vers l'action d'Houphouët-Boigny, il a quand même développé ce pays dans un continent sous-développé. Donc aujourd'hui, je souhaite que les héritiers d'Houphouët-Boigny consolident ce que Houphouët a laissé et de pallier l'insuffisance
du travail d'Houphouët. Et ça, je pense que catégoriser les Ivoiriens n'a pas sa place dans l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny. C'est pour cela que je combats farouchement l'ivoirité. On va parler de l'ivoirité, c'est la deuxième partie de cette émission. Comme M. Kofi avait introduit déjà ce débat-là, pour dire que, bon, je ne sais pas quelle est sa conception de l'ivoirité. On parlera de l'ivoirité à la deuxième partie de l'émission. Suivez d'abord en matière comme ça, pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre justement qui sont sur le plateau et de quoi nous parlons. Alors, M. Douza, avez-vous la même conception de Houphouët-Boigny, père de l'indépendance, et aussi pensez-vous vraiment que Houphouët-Boigny avait servi la nation ivoirienne? Écoutez, moi je n'ai pas la même vision. En tant qu'Ivoirien, hein, d'abord. En tant qu'Ivoirien, je n'ai pas la même vision parce que aujourd'hui j'attends de part et d'autre. Vous reconnaissez quand même qu'il est le père de l'indépendance? Il n'y a pas eu d'autre père d'indépendance. Bon, donc il est là, il a été le président de la République. Mais vous savez, je ne suis pas de ceux qui tombent dans l'angélisme lorsque les difficultés apparaissent. Moi, je dis bien que Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire, c'était son époque. C'était l'époque de la guerre froide. Donc, on avait imposé dans les pays africains des partis uniques, dont il a hérité. Au nom de la guerre froide, tous ceux qui sont opposés à Houphouët-Boigny ont été massacrés, mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Les indépendantistes du Saint-Louis, l'armée est partie tuer 2000 personnes dans le Saint-Louis. Le gouvernement provisoire est parti s'exiler au Ghana, on en parle assez peu. Il y a eu en 1970 la guerre du Guébi avec 4000 morts. L'armée est partie à Gagnoa, on en parle peu. En 82, des intellectuels qui contestaient le parti unique. L'armée est partie à l'université pour mater des intellectuels. Le président Gbagbo, qui est aujourd'hui président en exercice, est venu en exil à Paris. Il a fait 6 ans d'exil. On n'en parle pas du tout. On fait de l'angélisme. Oui, Houphouët était bon. Là, vous ne voyez que le côté négatif. Oui, mais j'arrive. On fait de l'angélisme. Oui, mais parlons d'abord du côté positif. Ils ont parlé du côté positif parce qu'ils sont houphouettistes. Bon, le RDR sort de l'houphouettisme. Moi, vous, en tant que citoyen, vous êtes écrivain, je ne suis pas houphouettiste. Je considère qu'en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui nous avons la guerre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire des années des indépendances, monsieur. Oui, des indépendances. Avec Houphouët, oui. Oui, mais la réalité que nous connaissons aujourd'hui, c'est Houphouët qui l'a créé. C'est la conséquence, donc. Houphouët lui-même a dit, après moi, le chaos. Donc, on ne peut pas dire qu'Houphouët était bien. Il a dit lui-même, après moi, le chaos. Donc, les gens qu'il a mis au pouvoir et qu'il a instrumentalisé et qu'il a aussi conduit vers le pouvoir, il faut quand même aussi faire le bilan. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire sur un plateau de télévision qu'à l'époque du pouvoir, on était bien. Ça, c'est un discours de ceux qui sont déçus de la politique actuelle, mais qui ne s'interrogent pas pourquoi nous en sommes là. Mais moi, j'ai dit qu'Houphouët a été un président africain. Il a été un grand président africain, mais il faut s'interroger de pourquoi il a été ce grand président africain. C'est l'homme qui, en 1949, avait lancé en Côte d'Ivoire le premier boycott du commerce français. Et du 1er décembre 1949 jusqu'au mois de juin 1950, la Côte d'Ivoire était en guerre contre les intérêts français. Et Houphouët a été centralisé à Yamoussoukro. On lui a fait comprendre que ou bien il se rendait ou on le tuait. Et un pacte a été signé entre Houphouët-Boigny et François Mitterrand, qui à l'époque était secrétaire aux colonies. Donc la Côte d'Ivoire que nous avons connue, c'est une Côte d'Ivoire pacifiée par la France. Oui, il était sous pression, il faut comprendre. On a dit ce qu'on ne veut pas. Donc ça veut dire que le pouvoir que Houphouët a hérité à Abidjan était un pouvoir d'un homme qui a été vaincu sur le champ de bataille et qui a reconnu avoir été vaincu et qui maintenant vient servir des intérêts étrangers en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire était c'est une sorte d'oasis dans le désert où il y avait les immeubles, il y avait tout ce qu'on pouvait voir, où on parlait d'une Côte d'Ivoire qui était la grande Suisse de l'Afrique. Mais cette Côte d'Ivoire-là, il y a un prix que le peuple ivoirien a payé. Il y a eu des gens qui sont morts en 49-50. On n'en parle pas assez. Il y a eu des femmes qui ont marché, on a tiré sur eux en 50. On n'en parle pas assez. Voilà la vision de la Côte d'Ivoire. Je suis fondamentalement contre la vision ou apocalyptisme de M. Bernard. Parce que, quand même, Houphouët a laissé un pays. C'est vrai que la nation n'est pas encore consolidée en tant que nation. Mais l'héritage d'Houphouët, nier le côté positif de l'héritage d'Houphouët, c'est vraiment rentrer dans un débat qui n'a pas de sens. Le monde entier sait
l'œuvre que Houphouët a laissée. Ce que je regrette, c'est que ses héritiers n'ont pas su consolider cela. Et parmi ces héritiers, aujourd'hui, le président, en tout cas, que M. Doza soutient, compte parmi ses héritiers. C'est lui aujourd'hui qui gaspille l'héritage d'Houphouët-Boigny. Donc, quand M. Doza parle de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, je pense qu'on doit l'analyser avec crédibilité. Quand M. Doza parle aussi des faits qui se sont passés dans le pays Guébié et d'autres, mais quand on gère une nation, on gère une nation avec tous ces problèmes. Il y a des conséquences, des hauts et des bas. Voilà, je dis que le jugement de M. Bernard Doza est excessif. Et ça ne correspond pas à la réalité. Justement, nous rentrons dans la controverse justement ivoirienne ce soir, qui est le thème central de cette émission, parce que au cours de cette émission, vous allez découvrir justement qu'il y a une forte controverse justement dans le débat de ce soir. Mais avant de continuer notre émission, j'aimerais rappeler à tous les téléspectateurs que vous pouvez toujours continuer à nous appeler sur le 01 45 55 76 87. Et à cette occasion, donc, nous avons un intervenant qui nous appelle de l'Allemagne. Il s'appelle Alain. Alain, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes sur le plateau. Vous pouvez poser votre question, monsieur. Je d'abord saluer tous les intervenants et je vous remercie pour la thématique. Je ne suis pas d'accord avec la plupart des intervenants. Je trouve l'action du feu président Houphouët-Boigny très négatif et je le classe, quoique sur le plan de l'action pratique matérielle, il a placé son pays à un niveau acceptable, mais je trouve que c'est justement des gens comme Houphouët-Boigny qui ont détruit l'Afrique. C'est-à-dire, je m'explique, lorsqu'on peut construire des immeubles qu'on veut, on peut construire des stades, tout ce qu'on veut, mais lorsqu'on détruit en face de toi toute possibilité de construire des hommes qui vont gérer cet État, c'est-à-dire lorsqu'on ne permet pas une opposition, lorsqu'on ne prépare pas des héritiers, ou bien lorsqu'on veut, par exemple, que c'est celui qu'on a désigné et non celui qui peut travailler ou celui qui est vaillant, qui doit succéder, lorsqu'on veut à tout prix que l'État se gère comme un foyer, comme une maison, je crois que ça ne peut conduire qu'au résultat, le résultat que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est que Houphouët-Boigny a saboté toute idée du panafricanisme. Je pense à son implication dans la mort de Thomas Sankara. C'est quelqu'un qui ne voulait pas vraiment l'émergence des gens après lui. Aujourd'hui, il a réussi parce que on voit des jeunes en Afrique, notamment Sankara n'est plus là, dans son propre pays, les jeunes se déchirent. C'est ce qu'il a voulu et bon, il a réussi. Aujourd'hui, on est en train de parler de lui comme quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Merci. D'avoir appelé pour intervenir, c'est ce que nous cherchons justement à attendre de la part des Africains qui regardent cette émission chaque vendredi soir. Alors, monsieur Nestor Kofi, vous êtes oufouettiste. Vous êtes interpellé, monsieur, par rapport à ces déclarations à un compatriote ivoirien qui pose la question. Bon, moi je trouve que c'est des propos mensongers parce que les résultats sont là. Lui, s'il a pu être en Europe ici, c'est grâce à la politique d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a créé cette nation, cette Côte d'Ivoire moderne en bâtissant les écoles. On a toutes les grandes écoles en Côte d'Ivoire. À l'époque, l'Ivoirien n'avait pas besoin de s'expatrier. On partait à l'étranger pour voir et puis on retournait chez nous. On venait faire des études et on retournait chez nous. Aujourd'hui, M. Doza, lui-même qui est assis là, qui parle de les présidents Gbagbo, Mamadou Koulibaly et de l'Assemblée nationale, Mme Simone Gbagbo, qui ont eu des doctorats, des agrégations, c'est sous Houphouët-Boigny. Ce n'est pas sous cette illusion que nous sommes en train de voir là qu'il y a eu ces trucs-là. Il y a eu les meilleurs hôpitaux en Côte d'Ivoire. Hein? On avait l'Institut cardiologique qui était envié de tout le monde. Les gens venaient de partout. Qu'est-ce qu'il y a à dire que Houphouët-Boigny n'a pas construit ce pays-là?
Houphouët-Boigny a construit ce pays-là. Il n'a pas été... et puis quand il parle du panafricanisme, parlons-en. Est-ce qu'il connaît le panafricanisme? Houphouët a appliqué le panafricanisme. Il a dit qu'il a tué le panafricanisme. J'ai dit il a appliqué la... De quelle manière? Parce qu'il a participé, d'après lui, à des assassinats. Non, attendez. Est-ce qu'il a les preuves? Parce qu'il avance des choses, des propos qu'on avance quand on n'a pas de preuves. Vous êtes oufouettiste, vous pouvez nous apporter des preuves? Oui, moi j'apporte des preuves. Je suis en train de vous dire. Nous vous écoutons. Bon, je suis en train de vous dire que Houphouët a plutôt appuyé le panafricanisme à sa manière. Comme mon collègue de ma gauche disait tout à l'heure, qu'au sortir de l'indépendance, on ne pouvait pas tout de suite aller à une fédération. Et donc, Houphouët, dans chacun de ses gouvernements, a pris un étranger comme ministre. Et on peut en citer. Je peux prendre les cas de M. Abdoulaye Savadogo, qui a été le tout-puissant ministre de l'Agriculture, que personne ne peut nier à l'époque du miracle ivoirien. On peut citer M. Mohamed Tiekroa Diawara, qui était malien, qui était le ministre du Plan. On peut citer les Diko Garba. On peut citer plein de gens. Lui, il a appliqué. Il a appliqué le panafricanisme, ce qui n'est pas le cas. Un Ivoirien ne pouvait pas faire le taxi ailleurs, dans un autre pays africain. Il faut que les gens arrêtent de dire des propos mensongers alors qu'ils ne connaissent pas l'homme Houphouët-Boigny. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci Kofi Noël. Oui, ben, effectivement, moi je dirais que puisque monsieur Alain, l'intervenant tout à l'heure, est dans le même sens que monsieur Doza, je veux donner quelques chiffres. Au sorti des indépendances, la Côte d'Ivoire Houphouët-Boigny accordait 45% du PNB, du produit national brut, à l'éducation nationale. Et ce n'était pas pour des Ivoiriens seulement. Ce n'était pas pour des Ivoiriens. Il y avait d'autres jeunes Africains qui arrivaient, des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, qui avant la Haute-Volta, des Darouméens, maintenant Bénin, des Togolais, même des Nigérians sont venus étudier en Côte d'Ivoire. 45% du produit national brut accordé à l'éducation nationale. Je ne peux pas laisser dire que Houphouët-Boigny n'a rien fait, Houphouët-Boigny a négligé sa jeunesse. Je veux poursuivre. Aussi également, en l'espace de 60 jusqu'à, je crois, en 70, Houphouët a pu, par rapport à ce qu'il a fait planter dans le sol, c'était pas le pétrole, c'est qu'il a fait planter dans le sol, le café et cacao. Par exemple, le café, 3e producteur mondial de café. Le cacao, premier producteur mondial de cacao. Et le cacao de la Côte d'Ivoire est un cacao complètement très spécial d'ailleurs, qui est très demandé en Suisse, etc., etc. Alors donc, à partir de là, je veux dire quand même que dire qu'Houphouët n'a rien fait, dire qu'Houphouët n'a rien construit, dire qu'Houphouët a détruit l'Afrique, je voudrais ajouter, en allant dans le sens des autres, mais avec un petit pas, step by step, il a créé le Conseil de l'Entente. Et le Conseil de l'Entente était un pas vers la fédération. Mais d'abord, la chose la plus importante, c'est qu'il fallait déjà qu'il y ait des nations plutôt que des États. À partir de ce moment, alors, on pouvait avancer. Monsieur Damandé, on n'est pas d'accord avec vous. Moi, je ne contredis pas ce qu'il dit. Oui, puisque je suis contre l'ivoirité, je ne suis pas contre le bilan d'Houphouët-Boigny. Vous êtes positif. Alors, il n'y a que monsieur... je vais terminer. Oui. Parce que le compatriote, je ne sais pas si c'est un compatriote. Il y a un autre qui est en ligne maintenant qui nous écoute. Oui, je voudrais dire que la vision qu'il donne du bilan d'Houphouët-Boigny est faux. Les Ivoiriens savent que, et les Africains savent que le travail que le fondateur de la Côte d'Ivoire moderne a fait, tous les citoyens ivoiriens, même le président actuel, reconnaît aujourd'hui, quand il était dans l'opposition, il critiquait, mais les Ivoiriens savent aujourd'hui que les présidents qui ont succédé au Félix Houphouët-Boigny n'ont ajouté
aucune valeur positive à ce que Houphouët nous a légué. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour vous, ceux qui l'ont succédé, ils ont transformé justement l'héritage d'Houphouët-Boigny. Voilà, et c'est pour cela que je combats l'ivarité. Et bien voilà, donc, M. Doza, oui. Vous êtes affronté justement à 3 qui sont contre vous, mais avant toute chose, avant votre réplique, j'aimerais d'abord prendre un intervenant qui nous écoute à partir de Parme en Italie, qui s'appelle donc Evariste. Evariste, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir Evariste, vous êtes sur le plateau. Bonsoir monsieur. Voilà, nous vous écoutons. Je vous dis d'abord merci pour l'émission. Merci. Et franchement, je suis vraiment content pour l'intervention de M. Doza, parce qu'on ne peut pas construire des nations sur du mensonge. Quand il s'agit des pays africains, les représentants qui sont sur le plateau, qui se disent des Ivoiriens, je pense qu'ils devaient être quand même fiers de dire la vérité. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, en Côte d'Ivoire, je pense que Houphouët, c'est vrai, c'est une personne, il a eu des défauts et des qualités, mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de Houphouët-Boigny. Hein? C'est le travail qu'il a fait, c'est ce qui nous mène aujourd'hui dans ce désordre. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui sont sur le plateau qui disent que je suis Houphouëti, je suis ceci, je suis cela. On parle de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Hein? Dans ce cas, chacun de nous doit être honnête, doit dire ce qui se passe réellement. C'est pas la peine de dire que voilà, je suis du côté, par exemple, je suis RDA, je suis PDCI, je suis ceci. Ils vont venir là et puis nous mentir. On est tous de la Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe réellement. D'accord. Hein? Alors ceux-là, il ne faudrait pas qu'ils se laissent manipuler par qui que ce soit et puis ils vont arriver sur le plateau. Il faut qu'ils soient dignes. Parce que la Côte d'Ivoire traverse aujourd'hui des problèmes difficiles. Et tout ça là, c'est le problème que Houphouët-Boigny a posé. Hein? Alors quand on parle de ça, qu'on est sur le plateau et puis on parle de ça, il faut qu'on soit quand même franc. Il ne faut pas se laisser manipuler par des blancs ou bien par n'importe qui et puis ils vont arriver sur le plateau pour nous mentir. Merci monsieur. Nous continuons justement ce débat avec vos compatriotes, ils sont des Ivoiriens, hein, comme vous, qui donc ont le courage de passer justement sur le plateau des 3 Télé Sud à cette émission pour tenter d'apporter certaines réponses aux questions fondamentales qui se posent dans ce pays. Monsieur Doza, vous êtes interpellé. Écoutez, moi j'essaie d'être objectif le plus possible. Je suis venu en France depuis 1977, quand j'ai fini mes études universitaires. Je me suis accroché dès 1983 à la recherche sur l'échec dans mon pays. De 1983 à aujourd'hui 2009, ça me fait plus de 25 ans que je cherche. Je dis bien que quand on parle de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas faire du sentimentalisme. Il faut aujourd'hui éclairer une jeunesse qui a un budget et qui a des problèmes de repères. Comment on en est arrivé à ce que des jeunes gens qui sont de la génération des 90 à l'université d'Abidjan soient aujourd'hui au pouvoir, au point qu'un leader syndicaliste soit Premier ministre en Côte d'Ivoire? C'est parce que justement, on a passé le temps à se mentir entre nous. Je dis bien que ce qu'on appelle le boom économique en Côte d'Ivoire avait même les germes de la révolte que nous avons aujourd'hui. On nous dit que la Côte d'Ivoire était pacifiée. Tout à l'heure, notre ami Kofi a dit que Houphouët-Boigny était le premier chef d'État qui a créé le gouvernement panafricain. C'est vrai. Nous avions des ministres burkinabés, nous avions des ministres maliens, nous avions même des ministres sénégalais. Ce qui n'a jamais été vu dans le gouvernement africain. Mais parallèlement, chaque fois qu'il y avait une crise économique dans le pays, on lynchait aussi les étrangers. En 1958, on a lynché les Dahomiens. En 1966, on a lynché les Nigériens. En 1975, on a lynché les Maliens. En 1982, on a lynché les Mauritaniens. En 1988, on a lynché les Ghanéens. En 1992, on a encore lynché les Ghanéens. Donc, il y avait deux phénomènes qui se conjuguaient. C'est-à-dire qu'en même temps que le président mettait au pouvoir des étrangers, il provoquait la frustration des nationaux et des cadres nationaux qui, eux, avaient les diplômes pour occuper ces postes et qui considéraient que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire sont responsables de cette politique-là. Donc,
quand il s'en prend au président Houphouët-Boigny, puisque nous étions dans un parti unique, il s'en prenait plutôt aux étrangers qui étaient dans le pays, parce qu'il serait responsable de la déchéance des peuples ivoiriens. Quand on ne dit pas ça, c'est qu'on ment. Il ne faut pas qu'on se mente entre Ivoiriens. Voilà pourquoi, dans ma dernière cassette que j'ai faite, j'ai dit qu'il fallait qu'on se dise entre Ivoiriens, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce que nous disons dans les chambres quand on se voit, quand moi je suis embêté, quand lui il est un baoulé, quand on se rencontre, est-ce qu'on parle vraiment le vrai langage? Je suis certain qu'on ne se parle pas bien. Mais vous aimez quand même entre vous. Oui, mais j'arrive. Lorsqu'un baoulé est embêté ou un doula est embêté se rencontrent, de quoi il parle? Il parle de tout et de rien. Mais vous allez voir entre Ivoiriens quand on se rencontre aujourd'hui avec la facture. Lui, tant que je ne sais pas de quelle ethnie il appartient, on va parler de tout et de tout. Je vais faire tout pour savoir s'il est là où il est bêté. Dès ça où il dit il est bêté comme moi, je vais me libérer. C'est ça qu'il faut qu'on combatte. Parce que c'est ça l'hypocrisie qui nous a conduit aujourd'hui à l'ivoirité. Et qui a construit que cette hypocrisie? Cette hypocrisie a été construite depuis l'époque du parti unique. On a dit en Côte d'Ivoire que le BT était un barbare. Il n'était pas ivoirien. Il était libérien. Ça a été dit. Même Léonard Gbagbo a fait une émission où il a aligné des gens qui venaient chercher du travail. Quand tu étais BT, on te mettait à l'écart. On a connu cela. C'est pas le fait de Houphouët-Boigny tout ça. C'est sous l'égide de Houphouët-Boigny. Oui, alors aujourd'hui, quand Houphouët-Boigny meurt, que Konan Bédié écrit l'ivoirité, et après le BT, ça devient le Gula qui n'est pas ivoirien, moi je ne suis pas surpris. D'accord. C'est un système qui continue. D'accord. Je voudrais apporter quand même quand M. Bernard Doza dit de dire la vérité, c'est pas en voyant tout en négatif, en noir, qu'on dit la vérité. Est-ce que la vérité aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays construit? Est-ce que la vérité aujourd'hui, c'est un mensonge de dire que Houphouët-Boigny a laissé un héritage positif qui pouvait être amélioré? Je ne dis pas que Houphouët-Boigny n'a pas commis des erreurs. Mais quand M. Doza met seulement le conflit entre Bété et Baoulé, parce que quand il fait ses références, il se réfère toujours l'incompréhension qu'il y a eu à un moment donné entre Bété et Baoulé. Mais ça ne résume pas ce que Houphouët-Boigny a fait en Côte d'Ivoire. On peut critiquer des aspects qui ont été négatifs. Et puis, je suis contre l'ivoirité. Quand on me dit que d'autres ministres étaient des étrangers, je dis non. D'accord. Je dis non, oui. C'était des Ivoiriens, même s'ils sont d'origine étrangère. Et c'est ça où je rejoins M. Doza. Ce discours-là a été gonflé. On a mis dans la tête des Ivoiriens que ceux qui gouvernaient en ce moment-là étaient des étrangers. Aujourd'hui, le résultat est là, jusqu'à aller créer une loi contre le premier ministre Houphouët-Boigny. Voilà. Là, je suis contre. Vous êtes contre. Alors, avant de continuer cette émission, justement, je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez nous appeler ou nous écrire sur le Free Opinion, 3atélésud.com, le mail que vous connaissez. Mais maintenant, monsieur Nestor, vous êtes vraiment en droit de repliquer parce que monsieur Doza vous a lancé un pic sur tous les aspects. Tout à fait. De toute façon, ce que M. Adama était en train de dire, c'est faux. Je vais vous dire une chose. Quand vous dites que c'est des gens qui sont des Ivoiriens, ce n'étaient pas des Ivoiriens. Même s'ils ont été Ivoiriens, mais ils n'étaient pas des Ivoiriens. On parlait du panafricanisme. Je vous disais que le panafricanisme, celui qui l'a appliqué, c'est Houphouët-Boigny. Je n'étais pas contre le fait qu'il... Si je défends les intérêts d'Houphouët-Boigny aujourd'hui, c'est sa vision. C'est-à-dire que le fait... Je vais vous dire une chose. Lorsque, je ne me rappelle plus si c'est Mme Clinton ou Mme Bush, était venue à l'UNESCO donner une conférence là-bas, il a dit la puissance des États-Unis est due au fait que les gens soient venus de tous les horizons dans ce pays-là pour construire ce pays. Et moi, je ne suis pas contre le fait que les gens viennent d'ailleurs. Mais j'étais en train de vous dire que la Côte d'Ivoire n'était pas ce que les gens voulaient dire, ceux qui étaient en train de tenir des propos négatifs sur le bilan d'Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny a été notre pays. Sachez une chose, qu'à l'époque de la WEF, c'était le dernier des pays moins considérés que le Burkina, que les Ivoiriens ne considèrent pas aujourd'hui. Si aujourd'hui on est devenu le premier, c'est parce que Houphouët-Boigny s'est lancé un défi. Il faut que les Ivoiriens le sachent.
Aujourd'hui, quand on prend les agrégés dans la sous-région là-bas, la Côte d'Ivoire a plus d'agrégés que n'importe quel pays africain là-bas. Vous croyez qu'on les forme comment? Je suis pas d'accord avec vous sur ce point. M. Doza est en train de nous de tenir des propos mensongers en disant que c'est la gauche ou machin. Aujourd'hui, avec l'introduction de la FESI qui instrumentalise les machettes à l'école, a mis les machettes et les dabas dans les plantations pour faire de la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est le premier producteur mondial du café, du cacao, et troisième producteur mondial du café. Premier producteur africain du café aussi, que les gens le sachent. Qu'on vient nous dire des choses, alors que c'est grâce à ces études-là, à ces écoles que vous pouvez financer, que vous avez pu faire des études aujourd'hui. J'ai dit, mais c'est malhonnête de dire des choses comme ça. Il faut qu'on soit capable de dire, si on doit se dire la vérité. Et moi, je défends l'ivoirité. Justement, je défends l'ivoirité pour transcender le népotisme. Monsieur Dama, vous pouvez nous permettre de réagir? Oui, parce que nous allons entrer. Je peux faire un additif. Oui, vous ajoutez rapidement comme ça. Oui, d'accord. Mais donc, comme le disait Calix Beyala, à Sogba Guli, les arbres s'en souviennent encore. Moi, je crois quand même que ce serait un faux procès parce que justement, il ne faudrait pas qu'on tombe dans une amnésie totale parce que sinon on ne pourra pas retrouver le chemin que nous devons prendre pour aller vers la paix. Quand, par exemple, parlons-en, M. Bernard Doza, de la paix Nyangbe-Krabwe, la Côte d'Ivoire a une superficie de 322 000 km². Avec 70 groupes ethniques qui ensuite se sont fondus parce que nous, de la génération 79-80, nous sommes rentrés à l'université. On avait pour ministre de l'Éducation nationale à cette époque Paul Yawa Akoto. Mais le directeur, notre recteur de l'université, c'était M. Charles Vali Diarasuba. Quelqu'un qui n'aime pas son pays ne confie pas sa jeunesse à quelqu'un qui n'est pas du même groupe ethnique que lui. Charles Validiarasuba. Ensuite a suivi M. Bakary Thio et M. Vakaba qui était à l'ENS. Ensuite, je vais en citer d'autres encore. Le directeur, le ministre de l'économie et des finances, Serigne Nyoleba, il ne s'appelle pas Kofi. Le ministre de l'agriculture, Denis Brakanon, il ne s'appelle pas Yao. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Parce que si nous allons dans ce sens et nous apportons de l'eau au moulin de ceux, quand des Camerounais disent par exemple que les Ivoiriens sont des xénophobes. La Côte d'Ivoire a une population de 15 millions d'habitants. Les étrangers représentent 27%. Est-ce que la France aujourd'hui peut accepter cela? Tapez bâton. Merci. Mais alors, monsieur... Moi je répondrai rapidement pour dire que le développement que M. Kofi fait, c'est un développement qu'on fait quand on regarde la Côte d'Ivoire avec toujours le miroir du passé. Nous disons que nous parlons de la Côte d'Ivoire actuelle. Pourquoi il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire un conflit qui dure depuis 10 ans? Ce conflit-là puise ses sources dans le passé du parti unique. Si la vision idyllique qu'il décrit, elle était aussi idyllique, après la mort d'Oufoué, on n'aurait pas eu autant de désastres que nous avons eu en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'école. Parce qu'il y avait des aventuriers. Attends. On a parlé de l'école. L'école ivoirienne, qu'est-ce que c'est? Vous avez une école en Côte d'Ivoire, c'était le pays prospère à l'époque. Mais il faut qu'on donne les chiffres de l'école. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, 1 million d'enfants sont scolarisés chaque année au CP1. Mais combien qui arrivent à l'université en fin d'études? C'est 50 000. Le reste est broyé par le système qu'on appelle le goulot d'étranglement. Tous ces jeunes, aujourd'hui, là, ce sont ceux-là qui forment les enfants de la rue. Vous savez combien il y a en Côte d'Ivoire d'enfants de la rue délaissés par les parents appauvris? On en compte aujourd'hui 70 000 enfants de la rue qui n'ont pas un lieu où aller dormir. Donc, quand on parle de la Côte d'Ivoire, comme si, de la Côte d'Ivoire, surtout du Houphouët-Boigny, comme si c'était un lieu où on avait le brassage, où il y avait la recomposition, où, ce que je regrette,
c'est que cette Côte d'Ivoire du Houphouët-Boigny a gangréné une génération politique dans notre pays. Qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous dénoncions à l'époque du Houphouët-Boigny est en train de se reconstituer aujourd'hui au palais à Abidjan. À l'époque, quand on était étudiant à Paris, quand vous allez à l'ambassade, on vous parle de baoulé dans le bureau. Aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, au palais présidentiel, on vous parle de BT. On s'est battu contre l'ethnicisme, on s'est battu contre le tribalisme. Comment se fait-il que chaque fois que nous faisons le changement, on reprend les mêmes thèses que nous avons combattues depuis l'époque? Bédié, en 1994, a créé le premier gouvernement le plus tribal que j'ai jamais vu en Côte d'Ivoire. Sur 23 ministres, on avait 14 à Caen. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Non, j'ai dit qu'il faut qu'on se parle. On parle de compétence quand même. Pardon? Compétence. Par la compétence. Donc on ne trouve sa compétence que dans sa tribu, dans son village. Quand on est un président et qu'on est incapable de poser des actes allant vers la démocratisation du pays, quand on prend un cadre et qu'on ne trouve un cadre que dans son village, dans sa tribu, parmi ses copains, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, mais M. Kofi va répliquer. Oui, moi j'ai dit que M. Doza, vous ne dites pas la vérité. Parce que il oublie les statistiques, hein, les populations. On peut donner les statistiques des populations. Donc le groupe Akan étant majoritaire, c'est normal que tu retrouves dans un gouvernement de, comme on appelle, 30 ou choses, que tu retrouves 23 ministres. C'est tout à fait normal. Parce que quand tu prends les proportions, c'est tout à fait normal qu'il y ait ça. Sinon, je ne comprends pas pourquoi, s'il y a la majorité, hein, quand tu parles du groupe Akan, le groupe Akan est vaste, et tu le sais bien. Donc, ça, je dis, c'est des propos, il faut qu'on se dise la vérité. On est sur un plateau où nous sommes venus pour chercher les solutions pour résoudre le problème de notre pays. Et on n'est pas venu pour jeter l'anathème sur telle ou telle personne. On dit la vérité. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Et pour se dire la vérité, quand tu me dis que depuis les années 60 que vous faites à gouverner, que les enfants de la rue sont... Donc des vieux comme ça sont des enfants de la rue aujourd'hui. Les vieux là sont encore des enfants de la rue. Il ne faut pas... Ils ont été enfants de la rue quand même. Quel enfant de la rue? Pour devenir vieux, ils ont d'abord été enfants. Non, je suis désolé. Mais attends, je suis désolé. À un moment donné, à chaque étape de la vie du Houphouët-Boigny, il y a eu une promotion de retour à la terre. Il y a beaucoup de gens qui sont repartis à la terre. En Côte d'Ivoire, on ne produisait pas 1 400 000 tonnes de cacao. À l'époque, on n'était pas les premiers. C'était le Ghana qui était le premier producteur. Après, Houphouët, par le défi, la Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur. Aujourd'hui, on produit 1 400 000 tonnes de cacao. Et c'est ça qui permet à la Côte d'Ivoire de vivre. Quand les gens me parlent... Oui, bon, je voulais... je ne souhaite pas que vous monopolisiez. J'ai été mis en cause par M. Kofi tout à l'heure en disant que les ministres sous Houphouët-Boigny que vous considérez comme des étrangers n'étaient pas des étrangers, et je reviens là-dessus. Et si nous avons gaspillé l'héritage du Houphouët, c'est ces propos-là qu'il faut condamner dans la Côte d'Ivoire moderne que nous avons la charge de construire. Je pense que pour qu'on ait une nation aujourd'hui, il faut considérer tous les citoyens ivoiriens comme des Ivoiriens. Et là où le président Bédié a commis une erreur grave, parce que c'est vrai que sous Houphouët-Boigny, pour gérer un pays, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des problèmes. Mais Houphouët-Boigny a su faire face. On peut critiquer sa méthode. C'est un être humain comme tout le monde. Mais son bilan est positif. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Maintenant, qu'il y a eu des frustrations par la gestion d'Houphouët-Boigny, oui. Ça, on ne peut pas le nier non plus. Je dis que M. Bernard Doza exagère. On ne peut pas garder ces rancunes-là pour construire une nation, alors qu'on a besoin aujourd'hui de construire cette nation avec tous les citoyens ivoiriens. Là où je combats l'ivoirité, quand des intellectuels créent un concept qui divise, qui catégorise les Ivoiriens. Et quand on devient président de la République, on met ça dans la Constitution, je dis, M. Bédié a fauté. Mais aujourd'hui, nous devons transcender
toutes ces manières, tous ces rancœurs pour construire une nation solide. Voilà. Pour construire une nation solide. Oui, et rapidement, parce que M. Douza... Moi, je vais vous dire, on ne s'est pas compris. Moi, je vous ai dit qu'on parlait du panafricanisme. C'est là qu'on a cité ces ministres-là. On parlait donc on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il ne faut pas dire ce que moi j'ai pas dit. D'accord. Voilà. Donc moi, de toute façon, je défends l'ivoirité. Et je défendrai l'ivoirité, justement, pour éviter le népotisme. Je défends l'ivoirité. Voilà. Parce que, je vais vous dire une chose, moi je suis marié à une blanche. Voici la photo d'un de mes enfants. Hein? Il est ivoirien. Demain, il peut aller prétendre être ivoirien et faire comme Obama a fait aujourd'hui aux États-Unis. Je ne suis pas contre ce fait-là. Je ne suis pas contre ce fait-là. Ça m'étonne que vous êtes pour l'ivoirité. Je suis pour l'ivoirité. C'est ça qui va nous conduire. Non, justement. Moi, je parle de la... Pour consolider une nation, il faut d'abord être ivoirien avant d'être baoulé, d'être dioula ou d'être machin. Voilà. Donc, l'ivoirité, on devait faire de ça notre concept à tous les Ivoiriens. D'accord. Sans exclusion. D'accord. Il faut que l'ivoirité soit inclusive, mais pas exclusive. Voilà. C'est de ça que moi je parle. Monsieur Kofi. Oui, voilà, justement, pour arriver à l'ivoirité... Parce que nous allons rentrer justement sur ce thème-là de l'ivoirité. D'accord, oui, mais avant qu'on y rentre, voilà, il faudrait qu'on brosse le tableau général, comme ça, je crois qu'on introduira l'ivoirité. Donc, à partir du moment où la Côte d'Ivoire a commencé à se développer, c'est sûr qu'il y a eu besoin de bras. Ça, c'est clair. Et des populations aussi se sentaient bien de vivre en Côte d'Ivoire. Mais un pays a une capacité de résorber un flux migratoire jusqu'à un certain niveau. Sur 15 millions d'habitants que compte un pays, le tiers était déjà étranger. Est-ce que vous voyez ? Donc, moi je ne suis pas contre le métissage, vous voyez bien, moi je suis métissé, donc il n'y a pas de problème. Donc, ces vagues successives ont commencé à s'ajouter. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Félix Houphouët-Boigny, pour parler encore de lui, pendant la loi cadre avec Gaston Defferre, a demandé à Gaston Defferre d'aider la Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire, qui était une oasis, pourrait être bouffée par le désert qui l'entoure. D'ailleurs, cette proposition a été prise à bras-le-corps par Jacques Chirac, et j'espère que là où il est avec sa fondation, il pourra nous entendre et comprendre que l'oasis doit évoluer sur le désert plutôt que le contraire. Donc, à partir de là, on va commencer maintenant à parler d'ivoirité. Pourquoi l'ivoirité? Pour qui l'ivoirité? Comment l'ivoirité? Les trois questions essentielles. Pourquoi, comment, pourquoi? C'est ce qui va nous conduire justement, M. Douza. Ça va nous conduire justement à cette question de l'ivoirité. Oui, je vous écoute. M. Diomandé tout à l'heure a parlé de la rancune que j'aurais sur le passé. M. Diomandé est un intellectuel. Tout à l'heure, sur le mot intellectuel, on n'était pas d'accord, mais je lui ai dit que les gens qui professent la pensée, qui s'intéressent à la cité et à la gestion de la cité, les gens qui font œuvre de combat pour l'évolution de l'homme, ce sont des intellectuels. On n'a pas besoin de sortir de l'université pour être un intellectuel. Donc il faut qu'il accepte le terme de l'intellectuel, parce qu'il ne serait pas là, sur ce plateau-là, pour débattre de la Côte d'Ivoire. Il serait quelque part en train de chercher un pécule de survie. Alors, la rancune sur le passé. Dans aucun pays du monde, on n'a jamais construit la démocratie en faisant l'impasse sur le passé. Aucun pays. À partir du moment où on commence à faire l'impasse sur les actes qui ont été posés par les acteurs politiques, ça veut dire qu'on crée la rancune et un jour, quelqu'un d'autre va partir, prendre un fusil pour venir se venger parce que l'État a été incapable de régler cette histoire qui le concerne directement. Alors je dis bien qu'il y a eu des acteurs politiques dans notre pays qui ont posé des actes répréhensibles contre le peuple. Ces gens-là, il faut qu'on les juge. Si on ne les juge pas, ceux qui viendront, on ne pourra pas les juger. Voilà pourquoi, dans la production que j'ai faite, je dis, il faut qu'on juge Wassina Koudé pour l'expédition militaire à Gagnoua. Si on veut juger Guillaume Soro, qui le 19 septembre 2002 a conduit les rebelles à frapper à Abidjan, où il y a eu 400 morts. Donc à partir de ce moment-là, sur les étrangers, j'ai fini, sur les étrangers, parce que quand on parle, moi je vous écoute religieusement. J'aimerais bien qu'on s'écoute bien. On parle des étrangers en Côte d'Ivoire, M. Kofi a parlé de 27%. C'est vrai, c'est beaucoup.
Mais ce ne sont pas des immigrants ordinaires. Les gens ne sont pas levés un matin pour dire on va en Côte d'Ivoire parce que le pays est beau. Non. Il faut qu'entre Ivoiriens on se dise la vérité. Le cacao et le café, ce ne sont pas les Ivoiriens qui l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Ce sont les Français. Celui qui a fait les plans de cacao et de café, les premiers plans à Jacquesville s'appelait Arthur Verdier. Le cacao et le café sont devenus les premiers producteurs, la première production ivoirienne d'exportation grâce aux colons. Mais il faut dire aux Ivoiriens que depuis 1901, les colons ont instauré en Côte d'Ivoire l'esclavage et le travail forcé. À cause du cacao et du café. Et ce sont les colons qui ont fait le chemin de fer qui part de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina Faso pour faire descendre les étrangers aussi pour venir travailler dans les plantations. Donc, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas tombés du ciel. C'est nous qui les avons fait venir. Maintenant, le problème que nous posons est de savoir, ces gens que nous avons commencé à faire venir depuis 1901, on est aujourd'hui à l'an 2009. Sont-ils encore toujours étrangers? Ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont fait des enfants. Ces enfants ont fait des enfants. C'est ce qui si on veut construire une nouvelle Côte d'Ivoire, on est obligé de choisir qui est ivoirien et qui ne l'est pas. Monsieur Doza, merci d'avoir posé cette question qui va nous conduire justement à entrer à la deuxième partie de cette émission. Pour clôturer justement cette première partie de l'émission, je reviens, messieurs, à monsieur Doza. Une question qui mérite une réponse rapide. Considérez-vous, monsieur Houphouët-Boigny, comme étant le père fondateur de la nation et de l'État ivoirien? J'ai jamais nié que Houphouët-Boigny. Merci, messieurs. Alors, nous allons entrer maintenant dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant toute chose, messieurs, je vais vous inviter à regarder d'abord cet élément. Un 31 mai 1945, le soleil est haut dans le ciel du département de Guaymas. Quand le petit Laurent Gbagbo pousse son premier cri, les témoins parleront d'un cri strident qui dessine déjà la singularité de celui qui deviendra chef de l'État de la Côte d'Ivoire 55 ans plus tard. Entre-temps, beaucoup de rencontres auront contribué à forger ce grand destin, et l'une de ces rencontres est Simone, jeune femme aux formes prometteuses, syndicaliste marxiste, proche des muliers évangélistes américains. Le soir à la maison, leurs conversations sont avant tout une précieuse expérience de la finesse du jugement éloigné des sentences et des caricatures, avec des arguments qui se renforçaient de leurs nuances. Longtemps avant, il a obtenu un baccalauréat de philosophie au lycée classique d'Abidjan, ensuite une licence d'histoire à l'université de la même ville, avant de procéder à la transmission pacifique de son savoir au lycée classique de Cocody en 70. Mais la France l'interpelle, et sans doute aussi l'obtention d'autres parchemins, une maîtrise, un doctorat en histoire, viennent calmer sa boulimie de savoir, et hop, le voilà de retour à Abidjan. Et comme il a de l'énergie à revendre, il crée clandestinement le Front patriotique ivoirien. Son enseignement jugé subversif, il est emprisonné à Séguéla et à Bouaké pendant 2 ans. À sa sortie, la France lui tend les bras de l'exil. Il les saisit avec ardeur et comme c'est un gros malin, Laurent, il va en profiter pour promouvoir le FPI et son programme de gouvernement. Il se lie d'amitié avec un autre cerveau, Guy Laberty, membre du Parti Socialiste Unifié, et malgré toutes ses tentatives de séduction, il reste officiellement snobé par le gouvernement socialiste français de l'époque, puis de celui de Jacques Chirac. Le vieux Houphouët, qui sait depuis longtemps que l'information c'est le pouvoir, apprend que son jeune compatriote est très remuant à Paris. Et quelques coups de fil discrets à ses amis du pouvoir français déclenchent des pressions pour que Laurent retourne dans son pays. Le vieux Houphouët s'inquiète de le voir développer un réseau de contacts et trouve que son remuant opposant serait beaucoup moins encombrant à Abidjan qu'à Paris. En 1988, retour en Côte d'Ivoire, Laurent ne supporte plus le froid et doit trouver un goût moins biologique à la tchéquée des restaurants parisiens. Il devient secrétaire général du FPI. Quand en 2000, il se présente à l'élection présidentielle après un premier échec quelques années avant, c'est la victoire pour lui face au général Gueye. Mais Gbagbo aura à peine le temps de gouverner quand en septembre 2002, il y a une invasion de la Côte d'Ivoire par des soldats rebelles venus du Burkina Faso. La situation tourne rapidement à la guerre civile, la question de l'ivoirité au cœur de la tourmente. Laurent n'aura pas eu d'état de grâce, même si la paternité du conflit sur l'ivoirité ne peut lui être attribuée. Il y a eu les accords de Marcoussis, appelant un cessez-le-feu, corrélé à l'établissement d'un gouvernement de consensus national, d'un calendrier électoral, des
Des accords qui avaient fait jaser à l'époque, tant Laurent Gbagbo est revenu après coup sur des engagements pris en terre étrangère, dans un geste, on va plutôt dire un instinct de survie, car il aurait fallu être suicidaire pour dire non ici en France à des gens dont les intentions malsaines étaient à peine voilées vis-à-vis de Gbagbo, qui, ne l'oublions pas, n'a jamais été adoubé par les réseaux parisiens aux manettes du pouvoir. Laurent, le malin, l'a vite compris, on serait vite venu au préjudice extrême avec lui s'il n'avait pas fait preuve de ruse, aidé par un peuple ivoirien à saluer au passage, qui ont évité à l'Afrique l'alourdissement de son karma par un autre meurtre fratricide. L'équilibriste Gbagbo s'en est sorti une fois de plus, lui qui a vite compris que les mots sont trop précieux pour servir de cailloux à jeter dans des vitrines, que le terme juste a plus de force qu'un roulis d'adjectifs. De retour sur le plateau pour continuer notre débat, messieurs, vous avez compris que nous entrons directement sur la question tant revendiquée, tant convoitée par les Ivoiriens aujourd'hui, cette question de l'ivoirité. Voilà pourquoi nous avons lancé ce document, pour que vous vous rendiez compte de commentaires que fait notre ami, qui justement considère que, d'après les Ivoiriens, l'actuel président de la République, M. Gbagbo, n'est pas concerné par cette question de l'ivoirité. Monsieur Nestor Koufi, comment est votre analyse sur cette question d'emblée par rapport au président de la République? Par rapport au président de la République, c'est vrai que bon, l'ivoirité, les gens ont mal défini et ils ont galvaudé. Mais l'ivoirité en soi n'est pas une mauvaise chose. Je sais que le président de la République actuelle l'applique. Il applique l'ivoirité, et ça ne fait pas l'homme d'aucun doute. Mais seulement, ce que moi je sais, bon, c'est pas lui qui a écrit. Et puis, le mot ivoirité, c'est venu d'où? Il faut qu'on se pose cette question. Voilà, c'est la question initiale. Bon, c'est le président Senghor, sa première visite officielle en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a lancé le mot ivoirité. Même si les intellectuels ivoiriens ont repris après, mais celui qui a créé le mot ivoirité, c'est pas... Et qui signifiait quoi dans sa substance comme mais c'est ce que je disais, moi l'ivoirité pour moi c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui permettait d'avoir un socle, c'est-à-dire d'aller vers une nation, au lieu de faire du népotisme, parce que je suis baoulé de la tête aux pieds, il faudrait que le gouvernement soit, qu'on appelle, que baoulé, et qu'on parle dans les ambassades comme monsieur Doza le disait, baoulé comme aujourd'hui, il le dit, de la présidence jusqu'au au planton, c'est que BT qu'on parle, c'est ce qu'il faut éviter. Voilà pourquoi moi je défends l'ivoirité. Parce que pour moi l'ivoirité fait que moi avant d'être baoulé, je suis d'abord ivoirien. Voilà, c'est moi la définition de l'ivoirité, c'est ce que c'est. Voilà, monsieur Noël. Oui, bon... l'ivoirité, hein. L'ivoirité, bien sûr, j'ajouterais à ce que a dit mon frère, monsieur Bernard Doza, en plus des Mossi qui arrivaient de la Haute-Volta, puisqu'à l'époque c'était la Haute-Volta, il y a eu en plus des boat people, il y a eu en plus des Libanais, et moi, pour exemple, je vais dire, et je vais le dire aujourd'hui, un scoop, le premier chiite libanais qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est mon père qui l'a reçu. Il s'appelle Bizarra. Il a construit même une forteresse à Toumoudi, il faut nommer les choses, c'est la vérité, il faut le dire, à Toumoudi, qui s'appelle la Galilée. Alors, vous voyez bien, tout ce mélange-là, certains diront que c'est un cocktail Molotov. Parce que n'importe qui, et n'importe comment, avec quelques bachiches ou bien quoi, finit par être à la tête de l'État. Si ça pouvait être, sans compter, sans oublier les réfugiés bien frais à l'époque aussi également. Alors, si il n'y avait pas un concept dans lequel on commençait à régenter les choses de sorte que les uns ne soient pas suspicieux des autres, parce que c'est ce qui entraîne la peur et la suspicion. Donc, tout simplement, l'ivoirité, c'est quoi? C'est de pouvoir brider la présidence. L'ivoirité par rapport au président actuel, Gbagbo.
l'ivoirité par rapport au président actuel Gbagbo, moi je dirais tout simplement que, bon, au moins je reviens d'Abidjan, je dirais que ça prend une mauvaise tournure. Ça prend une mauvaise tournure. Contre qui? Contre d'autres Ivoiriens. D'autres Ivoiriens. Contre d'autres Ivoiriens. On va de l'autre côté, M. Adama. Oui, bon, je dirais que vous avez fait un portrait flatteur de l'actuel président qui me... En somme, je voudrais... Un beau portrait. Non, flatteur, parce que les Ivoiriens savent que M. Gbagbo est pour l'ivoirité, il le pratique. Et d'une manière dangereuse. Parce que je vais vous dire une chose, comme nous avons une minute pour commenter cet aspect. Avant, quand M. Kona Bédié était au pouvoir, M. Gbagbo a fait croire qu'il était contre l'ivoirité. Et sous le général Gueye, il a poussé le général Gueye à pratiquer l'ivoirité, l'exclusion. Et sous sa présidence, il pratique l'ivoirité. On reviendra, comment on va rentrer dans la profondeur. C'est sous la présidence de M. Laurent Gbagbo qui a eu un charnier. Et je suis étonné, l'intellectuel Doza n'évoque pas cela. C'est sous la présence de M. Laurent Gbagbo qu'on a tiré sur des simples manifestants. C'est sous la présence de M. Laurent Gbagbo que ses proches ont importé du déchet toxique qui empoisonne. Oui, mais d'accord. Ça, c'est un fait écologique, monsieur. C'est sous le président. Non, mais vous n'allez pas attribuer ce phénomène-là à Laurent Gbagbo. C'est sous le président. C'est ça, c'est pas ça l'ivoirité. Non, mais c'est sous la présidence de M. Laurent Gbagbo que d'autres Ivoiriens vont chasser d'autres Ivoiriens dans leurs plantations et les tuer. Donc, dédouaner M. Laurent Gbagbo de l'ivoirité, je suis... En quoi, M. Doza, l'ivoirité serait un mauvais concept étant donné qu'il voudrait protéger le peuple ivoirien à se retrouver dans leur pays? Parce que, à vous entendre parler, l'ivoirité, c'est comme il dirait que la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens d'abord. Vous savez, si l'ivoirité avait été créée comme on le prétend pour protéger les Ivoiriens, cela veut dire que les Ivoiriens, quand j'entends M. Kofi dire qu'il y a 27% d'étrangers en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais j'ai défini comment ces étrangers sont arrivés. Bon, aujourd'hui, quand on parle, on a l'impression, quand tu écoutes certains Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire est en péril, que tous les Africains veulent venir en Côte d'Ivoire, et qu'il y a un risque, même par rapport même à la question du pouvoir. Donc il faut carrément que le peuple ivoirien soit assiégé à un point où, au nom de ce péril étranger, on détruit à l'intérieur la démocratie. D'accord. Bon, le combat que nous menons, nous, c'est de dire, là on a montré un flatteur, on a montré un portrait que Adama Diomandé a traité de flatteur. Moi d'abord, Laurent Gbagbo, c'est un ami d'exil. C'est que moi je lui reproche. Moi encore j'ai le courage de reprocher. Mais qu'est-ce que lui reproche à Alassane Ouattara? Rien du tout. Lui il reproche rien du tout. Moi j'ai le courage de reprocher à Gbagbo que le socialisme que nous avons combattu à Paris, pour lequel nous avons combattu, et que nous voulons installer en Côte d'Ivoire, on ne peut pas l'installer avec une majorité PDCRDA au Parlement. On ne peut pas installer le socialisme en Côte d'Ivoire avec les barons de l'ancien régime qui se baladent à Abidjan et qui émargent au palais présidentiel. On ne peut pas faire une politique de gauche en Côte d'Ivoire en laissant l'impunité prendre le dessus. C'est l'impunité qui nous envoie la rébellion. Vous ne pensez pas que les réalités sur le terrain... Vous savez, on a toujours parlé des réalités. Sont différentes. On a toujours parlé des réalités. Mais les réalités, là, elles sont pareilles partout. Comment des pays comme Taïwan ont réussi? Comment des pays comme Singapour ont réussi? C'est parce qu'ils ont coupé les bras. Ils ont carrément sanctionné ceux qui volaient le pays, ceux qui gangrenaient le pays. Mais en Côte d'Ivoire, on fait pareil, on fait différemment. Comme les Oufetis sont volés, comme Alassane Ouattara est venu, il a pris toutes les compagnies, les sociétés ivoiriennes, il les a bradées aux mains de Bouygues et Bolloré. On leur a donné les bakis qui se sont partagés. Donc, les gens aussi
ils arrivent au pouvoir, les gens qui venaient au nom de la gauche, ils arrivent aussi au pouvoir, ils ont dit, ben, puisqu'on n'a pas puni les gens du PDCR d'ailleurs, on n'a pas puni les gens du Bédier, on n'a pas puni les Ouattara, mais pourquoi nous on nous punirait? Nous aussi on va voler. Et c'est ça, c'est le règne de l'impunité. Voilà pourquoi aujourd'hui à Abidjan, face à la misère du peuple, on voit des gens qui roulent carrosse, on voit des gens qui sont nommés directeurs de société, en au moins 3 ou 6 mois, automatiquement deviennent multimilliardaires. Aujourd'hui, il y a une liste qui circule. On a des gens qui ont, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où tu as des gens qui ne mangent même pas 2 fois par jour, on a des gens qui ont 80 milliards, on a des gens qui ont 150 milliards de fortune personnelle. Je connais même un ministre qui a sur son compte à Abidjan, à la BCC, 50 milliards de francs CFA sur son compte avec sa carte de crédit. Alors imaginez. Nous parlons de la délivarité, mais oui, la délivarité. C'est tout la conduit à cela. C'est ça. C'est délivarité qui la conduit à cela. Justement, nous allons rebondir justement sur cette question, mais il y a un intervenant qui est en ligne, qui vous écoute et justement qui va réagir. Il s'agit de Charlie. Charlie, bonsoir. Bonsoir Charlie. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons Charlie. Oui, en fait, je vous remercie pour l'émission que vous avez initiée. Et aussi, je voulais intervenir par rapport à vos invités sur le plateau. Et, concernant l'intervenant à côté de M. Doza, j'oublie trop son nom, l'Ivoire qui parlait du charnier sous Gbagbo. Et moi, j'aimerais bien poser une question, parce que je suis ivoirien, je suppose qu'ils sont tous les 4 ivoiriens, donc je pose une question. C'est quoi un charnier? Le terme charnier, c'est quoi? La définition du terme charnier. Parce que pour que ça soit un charnier, il faut que ça soit un groupe, un peuple du même secteur, de la même ethnie. Alors j'aimerais bien savoir si le charnier découvert à Yopougon, si c'est de ça le monsieur veut parler en question, parce que ce charnier, c'est lors des événements qui s'est produit en Côte d'Ivoire. Donc, pour que ça soit un charnier, il faut que les cadavres soient identifiés et tout. Donc, le terme charnier, j'aimerais bien savoir. Ensuite, en fait, et en seconde partie, on parle d'ivoirité. Alors, le concept d'ivoirité en lui-même, c'est pas un terme très négatif. Moi, l'ivoirité, je l'accepte, l'ivoirité, parce que il y a la sénégalité, il y a la francité, mais ça dépend des hommes politiques. Comment est-ce qu'ils ont utilisé le concept d'ivoirité? En fait, l'ivoirité, si je me rappelle encore de Jean-Marie Diafi, le célèbre écrivain qui parlait de l'ivoirité, c'est pas quelque chose de négatif. Donc, on ne peut pas aujourd'hui taxer du peuple ivoirien des xénophobes ou de je ne sais quoi d'autre. Ce concept en lui-même, moi personnellement, je l'accepte, parce que moi j'ai des enfants qui ne sont ma femme, mes enfants ne sont pas de mère et de père, donc si demain ils veulent aller en Côte d'Ivoire, on les taxera d'étrangers. Et moi je pense qu'il faut que on arrête un peu avec cette notion d'ivoirité qui n'arrange rien et qui ne fait que nuire au peuple ivoirien. Moi, je pense que vos interlocuteurs sur le plateau, aujourd'hui, on doit chercher à construire et non à dire des choses qui, nous, de l'extérieur, on écoute. En vous écoutant, on a toujours l'impression qu'il y a toujours cette guerre qui est entre nous-mêmes ivoiriens. D'accord, nous allons, voilà, vous savez ce que... Oui, merci d'avoir appelé messieurs, mais nous allons entrer vraiment dans la perspective, pour voir dans quelle mesure les Ivoiriens finalement se sont organisés pour se réconcilier. Parce qu'en fait, il y a eu des conflits, mais fait des comptes, les gens se sont réconciliés à un moment donné, et donc pour trouver des voies et moyens de la paix. Alors regardons donc ce dernier élément qui va nous permettre de voir dans quelle mesure la Côte d'Ivoire en finit, oui.
Chers congressistes, votre mobilisation massive, votre enthousiasme, votre ferveur communicative, votre joie me touche énormément. Je vous en remercie. Je veux remercier toutes les militantes et tous les militants du RDR qui ont fait le déplacement, et en particulier ceux qui n'ont pas eu accès à cette salle et qui m'écoutent à l'extérieur. Je vous remercie de votre amabilité. En votre nom à tous, permettez que j'exprime notre profonde gratitude à toutes les personnalités qui, de par leur présence, nous apportent le témoignage de leur amitié. Et à ce titre, je voudrais, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, mon aîné, et Madame Henriette Bomo Bédié, ma grande sœur, je voudrais vous dire que votre présence est un symbole fort de la Côte d'Ivoire nouvelle, à laquelle nous sommes attachés. Une Côte d'Ivoire véritablement réconciliée. Le temps a fait son œuvre. Et nous voilà ensemble, en frères et amis. Et c'est un grand moment. Et je souhaite que les congressistes, vous les militantes et les militants de notre grand parti, vous puissiez méditer la cérémonie de ce matin. La présence de tous mes collègues premiers ministres, la présence de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Notre deuxième congrès qui s'ouvre ce matin nous donnera, j'en suis convaincu, les moyens de traduire notre engagement en un levier décisif pour changer la Côte d'Ivoire. Notre congrès peut être, si vous le voulez, le congrès de la victoire démocratique du vivre ensemble. Vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire du XXIe siècle, moderne, dynamique et compétitive. J'ai suivi et vu avec un grand intérêt le rapport que notre secrétaire général m'avait proposé. C'est un rapport dense, un rapport exhaustif qui traduit de façon éloquente la constante progression de notre formation politique depuis sa création, malgré tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin. Ce travail fut le fruit des efforts fournis quotidiennement par chacune et par chacun d'entre vous à tous les niveaux de responsabilité. Il a fallu que vous soyez des hommes et des femmes de conviction pour venir à bout de tant de difficultés qui ont jalonné la marche de notre parti et pour surmonter nos propres doutes. La Côte d'Ivoire nouvelle, tout le monde la chante, mais combien y réfléchissent et combien y croient?
Nous, RDR, nous y réfléchissons et nous y croyons. Voilà, nous, RDR, nous y réfléchissons et nous y croyons. Oui. Nous y croyons à quoi? À la paix et à la réconciliation. Monsieur Doza. Oui. Je prends, puisque je suis partisan dans la salle. Laisse-moi réagir d'abord. On y va. Pour Babo, tu as réagi. Il s'agit d'une réconciliation entre le peuple, entre les citoyens qui se sont entretués à un certain moment et qui, donc, dans ce congrès, vous voyez, c'est une illustration qui, pour qu'aujourd'hui, nous pouvons parler, utiliser un autre discours. Oui, si on avait le temps, j'allais aussi demander à la technique de passer le discours du président Henri Konan Bédié, du président et l'ancien Premier ministre Affi N'Guessan et des autres partis politiques. Je vous dis que souvent, M. Doza est déconnecté de la réalité. Les Ivoiriens ont soif de réconciliation. Les Ivoiriens veulent tourner la page de l'ivoirité. C'est vrai que mes deux frères parlent de l'ivoirité. C'est l'idéal. Quel Ivoirien qui n'est pas fier d'être Ivoirien? Quel est l'Ivoirien qui n'aime pas pour l'ivoirité? Mais l'ivoirité a été mal interprétée pour écarter une personne. C'est là où je ne suis pas d'accord. Écarter une personne, laquelle? La personne, c'est Alassane Ouattara. Et en même temps, beaucoup d'Ivoiriens se sont sentis exclus de notre pays. Et c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, je pense que les politiques ont compris. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, notre devoir n'est pas de revenir dans le passé, réveiller les plaies. L'ivoirité, c'est du passé. Ah non, on vit ça. Non, on vit pas. Bien sûr qu'on vit l'ivoirité, M. Doza. On vit l'ivoirité. Il a été Premier ministre? Oui, il a été Premier ministre. Il a géré? Oui. Il n'a pas fait le bilan encore. Quel bilan? Il n'a jamais été président. Monsieur Demandé, vous avez demandé l'extrait du discours de M. Konan Bédié. Oui. Alors, je vais demander justement à la régie un extrait. Composé des enfants de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Le vivre ensemble, épine dorsale de la philosophie de Félix Houphouët-Boigny, à savoir le rassemblement au sens d'assembler de nouveau pour conforter l'unité, assumer le même destin, porter la même espérance. Faut-il le rappeler? Cette idée généreuse de la plateforme des oufouettistes est une conviction et un appel de votre président, mon jeune frère Alassane Dramane Ouattara. Nous répondrons à l'appel de notre devoir commun, faire renaître la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous la bâtirons en mettant d'abord fin, le plus tôt serait le mieux, au naufrage collectif vers lequel nous sommes conduits. Nous répondrons à l'appel de notre devoir commun, faire renaître la Côte d'Ivoire. Nous le devons et nous le pouvons. C'est dans cet esprit que la plateforme des oufouettistes nous invite tous à surmonter nos divisions, à faire table rase du passé et de nos ressentiments. Dans le pardon mutuel des offenses.
Au nom du PDCI RDA, je souhaite plein succès à vos travaux dont les résultats serviront, j'en suis convaincu, le RHDP et la Côte d'Ivoire. Vive le RDR, vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire, unie et fraternelle. Voilà, directeur sur le plateau, je vous vois en train justement d'applaudir. C'est la preuve que le discours de réconciliation a été vraiment de cœur. C'est la preuve que justement la Côte d'Ivoire a entamé justement maintenant le chemin vers la paix. Mais c'est Nestor Kofi. Oui. Parce que nous allons vers la fin de l'émission actuellement. Je voudrais justement que vous nous disiez, vous qui êtes oufetiste, à entendre le discours de M. Bédié et de M. Ouattara, quelle est votre analyse par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport à la paix, bien entendu? Par rapport à la paix, on ne peut que se réjouir. Quand on entend des discours du Premier ministre Alassane Ouattara et du président Henri Konan Bédié, ça nous fait plaisir, nous en tant que footballistes. Parce que, en fait, la Côte d'Ivoire ne méritait pas ce qu'elle connaît aujourd'hui. Quand on sait, si je veux un peu rappeler ce que M. Doza disait, qu'on devait arrêter parce qu'il y a certains syndicalistes qui sont devenus premiers ministres, mais il oublie que l'instrumentalisation des machettes par la FESI dans les universités, dans les écoles, c'est sous... des Kalachnikov, c'est sous la gauche. C'est eux qui ont instrumentalisé, alors que les Ivoiriens aspiraient plutôt à des étudiants qui partaient pour faire des diplômes, mais eux, ils ont introduit les machettes dans les écoles. C'est ça le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Alors, monsieur Adama, parce que je vais passer finalement la parole à M. Doza. Voilà, le discours de réconciliation, le discours de paix, messieurs, vous y croyez? Oui, j'y crois et j'y adhère. J'ai dit tout à l'heure que là, un bilan, on pèse. Quand on pèse le bilan, et ce qui est positif, on ressort ça. Mais je vous assure, même si l'Afrique dit aujourd'hui, M. Gbagbo n'est pas l'initiateur de l'ivoirité, mais de la manière dont il a pratiqué l'ivoirité, même si Bédié l'a construit, mais pour déchirer la Côte d'Ivoire, c'est M. Gbagbo qui l'a pratiqué. Merci Doza. Je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. Vous voyez ce qu'on vient de voir qui ressemble à une messe. Non, mais c'est une réconciliation. Que vous parlez de réconciliation. C'est le congrès du RDR. D'accord. Et à ce congrès, non, j'arrive. À ce congrès a été invité M. Bédié et certains hommes politiques. Et Afinguessan. Je suis désolé, Afinguessan était là aussi. Laissez-moi avancer. Le fond du discours, vous y croyez? Vous y croyez quand même? Le fond du discours, c'est un discours de circonstances. On appelle ça un discours tacticien. Parce que c'est M. Bédié qui a écrit l'ivoirité qui nous a amenés à la guerre. Et les jeunes militaires qui ont fait le coup d'État en 99, la première des choses qu'ils ont fait, c'est d'aller en prison, de sortir toute la direction du RDR que Bédié avait mis en prison. Aujourd'hui, là, moi, je ne peux pas croire que Bédié soit devenu l'ami de Alassane Ouattara. Et que les deux soient dans le RHDP. C'est une vaste comédie dont le rôle est uniquement d'aller aux élections pour enlever Gbagbo du palais et mettre... Ce serait démocratique. Vous savez, nous réclamons du peuple ivoirien. On ne parle pas des états-majors. Et c'est ce que les gens me reprochent à moi, Doza. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je suis un intellectuel. Vous êtes l'ami de M. Gbagbo, M. Doza. Et je le dénonce chaque jour. C'est que vous ne faites pas pour Ouattara. Écoute, Ouattara, pour moi, ce qui me conseille n'est pas encore président. Dans le RDR, il n'y a pas la démocratie. Donc vous ne pouvez pas critiquer Ouattara et être à l'intérieur du RDR. Nous sommes un parti démocrate. D'accord. Alors, donc le problème qui est posé, c'est que ce discours-là, c'est un discours tacticien. Alors, M. Kitoko, comme vous n'êtes pas dans la Côte d'Ivoire, dans le sérail politique, c'est un observateur. Vous regardez, vous dites, j'attends un discours de réconciliation. Là, c'est un congrès où les gens, entre eux, se congratulent. Là, on voit des caïmans qui sont en train de jouer dans l'eau en regardant l'autre pour voir à quel moment il va le mordre. Ce n'est pas crédible ce que vous dites, monsieur. Ça, ce n'est pas la réconciliation. À ce congrès, il y avait Afinguessan, le président du Ils vont se manger entre eux. Ils vont se manger entre eux. Oui. Voilà. Avant de se manger entre eux, je vais demander à la régie de nous envoyer un dernier élément avant de terminer cette émission. Comme ça, vous allez réagir, M. Nestor. Le dernier élément de M. Sidiki. À ce congrès, et afin
de cerner toute la dimension du projet de société de votre parti, nous avons feuilleté les statuts et règlements intérieurs issus du congrès extraordinaire du 1er août 1999. Les forces nouvelles voudraient faire remarquer la convergence de leurs idéaux avec les idées affirmées dans ces statuts et règlements intérieurs du RDR. Le combat des forces nouvelles pour une nouvelle Côte d'Ivoire rejoint le combat du RDR pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Monsieur le Président, l'idéal et l'objectif des forces nouvelles est effectivement de permettre l'émergence d'une Côte d'Ivoire nouvelle à travers un nouvel ordre politique. Un nouvel ordre politique qui rompt avec les tares qui ont conduit inexorablement notre pays vers la division, la désintégration, vers la guerre. Voilà, l'émergence d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Monsieur Kofi Noël, est-ce que vous y croyez? Eh bien, vraiment, en tout cas, même si je n'y croyais pas, je le souhaite de tout mon cœur. Donc, avec cette volonté, je crois que ce beau pays que nous aimons tant, un pays très accueillant, qui a reçu pas mal de personnes qui en sont parties avec des souvenirs inoubliables. Une petite anecdote, j'étais sur le pont Iéna la dernière fois, je rencontre un ingénieur qui vient de Lille, chez les Ch'tis, bon, si vous voulez, bon, ben voilà, et qui a travaillé sur le régie de la RAN à Abidjan, Niger. Bon, ben, aujourd'hui, il se pose des questions de savoir qu'est-ce qui est devenu les gazelles que nous avions bien vues. Ce sont des trains qui desservent Abidjan et Ouagadougou. Donc, bon, ben, tout est dans un état, mais alors à pleurer. Et aussi, bon, je dirais que vraiment, il y a beaucoup d'ordures aussi à Abidjan en ce moment. D'accord, il y a beaucoup d'ordures voilà. dans le sphère politique, c'est ça, hein? Voilà. Nous allons clore cette émission avec un dernier volet pour quelques minutes qui nous seront accordés par la régie sur le volet électoral. Est-ce que vous pensez que les élections auront lieu en Côte d'Ivoire dans le temps qui est prévu? Monsieur... Moi, je le souhaite. Je souhaite. Et là encore, Monsieur Doza me parlait de tactique politique. Mais pour sauver la Côte d'Ivoire de cette situation calamiteuse que M. Gbagbo a plongé notre pays, il a signé tous les accords et il a refusé de les appliquer. Si on pense à la Côte d'Ivoire, on doit aller aux élections. Et je souhaite vraiment pour mon pays qu'on aille aux élections. Les Ivoiriens choisiront le meilleur président. Voilà, M. Kofi Nestor, après avoir regardé ces images de réconciliation, est-ce que vous pensez finalement que maintenant, la Côte d'Ivoire peut aller aux élections? Moi, je pense que la Côte d'Ivoire doit aller aux élections. Parce que le peuple souffre trop en ce moment-là, le peuple souffre trop. Ce n'est pas le rêve que Houphouët-Boigny a donné à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la Côte d'Ivoire est devenue le cimetière des déchets toxiques, de ceci, de cela, les poubelles. Hier, pas plus longtemps qu'avant-hier, Africa numéro 1 a fait une émission sur la Côte d'Ivoire, on dit Abidjan est pourri. Mais ce n'est pas ce rêve-là qu'on veut. Donc il est impératif que les Ivoiriens aillent aux élections avant la fin de cette année-là, pour que les Ivoiriens retrouvent leur rêve, qu'il y ait un espoir. Parce que l'espérance, quand on prend notre hymne national, ça veut dire tout ce que la Côte d'Ivoire est. Donc moi, voilà, M. Kofi Noël, rapidement, parce qu'on va terminer l'émission. Rapidement. Donc moi, je dirais que sincèrement, il faut qu'on aille à des élections. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait un ultimatum. Si
la prochaine date fixée pour les présidentielles n'ont pas lieu, alors que nous plaçons la Côte d'Ivoire sous protectorat de l'ONU. Que nous plaçons la Côte d'Ivoire sous protectorat de l'ONU. Vous pensez que les Ivoiriens que vous suivez maintenant sont d'accord avec ça? Je crois parce que il se trouve que en ce moment il y a quelqu'un qui est à une place où il ne doit pas être parce que son mandat est terminé depuis combien d'années. Monsieur Doza, on va terminer l'émission, nous sommes pratiquement à la fin. Non, moi c'est la question électorale est rapidement. La question électorale, moi je ne crois pas à la thèse que défend mon ami Adama demandé qu'il faut qu'on aille aux élections. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, les tueries ont été trop loin. On a commis des crimes impunis et qu'aujourd'hui, se résoudre cela par uniquement les élections, c'est qu'on n'a rien compris au drame que vit le peuple ivoirien. Nous, on propose, nous qui sommes dans le camp des progressistes et des nationalistes, nous proposons en Côte d'Ivoire des états généraux pour que les Ivoiriens se réconcilient. Il faut que les Ivoiriens arrivent à se parler. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi des Ivoiriens sont venus un matin pour tuer d'autres Ivoiriens? On n'a jamais connu la violence politique en Côte d'Ivoire. C'est avec le FDR qu'on a connu la violence politique en Côte d'Ivoire. C'est eux qui, depuis l'an 2002, c'est eux qui tuent en Côte d'Ivoire. Le FDR n'est pas encore... Merci messieurs, j'espère que vous ne mettez pas non plus en cause la caravane de la paix que nous avons observée l'année passée entre les différentes parties qui étaient en Côte d'Ivoire. Mettez vos caméras. Je vous remercie en tout cas. Je vous remercie d'être passé à cette émission pour éclairer justement les Ivoiriens qui nous regardent en direct. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes en direct, monsieur Doza. Je suis en train de rendre l'antenne. Je comprends que vous êtes content d'avoir fait cette émission et d'avoir fait la paix ici sur ce plateau. Absolument. Merci messieurs d'être passés. Je remercie tous ceux qui nous ont téléphoné. Je remercie tous ceux qui nous regardent de partout. Merci et à très bientôt sur 3 Télé Sud. Merci et à vendredi prochain. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup.